Avant de débuter la vidéo, on va jouer à un jeu. Choisissez un nombre à 4 chiffres. Ça peut être n'importe lequel. Il faut simplement que les 4 chiffres ne soient pas identiques. Je vous laisse un moment pour faire votre choix. C'est bon? Retenez bien votre nombre. Il sera très important pour comprendre une partie de la vidéo. Aujourd'hui, on parle de maths, mais pas au sens scolaire du terme, avec des calculs et des démonstrations à rallonge qui fascinent certains autant qu'elles repoussent la majorité. Non. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est des faits mathématiques incroyables, mais faciles à comprendre pour le commun des mortels. Pas besoin d'avoir fait une thèse pour suivre cette vidéo, et pourtant, on va se plonger dans des sujets loin d'être anodins. Entre un problème millénaire résolu par des insectes, une égalité impossible, un fait inconnu sur l'infini et des miracles divins, je vous présente 5 anecdotes qui vont changer votre vision des maths. Comment les abeilles ont résolu un problème vieux de 2000 ans. Est-ce que vous avez déjà observé un nid d'abeilles? Si oui, peut-être que vous vous êtes déjà posé cette question. Pourquoi les alvéoles sont toutes en forme d'hexagone? C'est clairement pas la forme la plus instinctive et pourtant toutes les ruches sont construites de cette manière. Alors, pourquoi? Cette question, on n'est pas les premiers à se la poser. Elle est à l'origine d'un problème mathématique millénaire, le théorème du nid d'abeilles. Pour trouver les premières traces écrites de ce problème, faut remonter au 4e siècle après Jésus-Christ, où le mathématicien Pappus énonça ce problème à l'écrit pour la première fois. Et pour être capable de répondre à cette question d'hexagone, faut que je vous explique la notion de pavage. Vous inquiétez pas, c'est très intuitif. Dans un espace en 2 dimensions, un pavage consiste à remplir un plan tout entier avec des formes géométriques. C'est quelque chose de très présent dans notre quotidien. Un sol à carreaux, c'est un pavage, pareil pour un toit, etc. Mais toutes les formes géométriques ne sont pas capables de paver un plan. Si on prend des cercles par exemple, ça marche pas, vu qu'il restera toujours des espaces vides. C'est pour ça que depuis l'Antiquité, on sait que seuls 3 polygones réguliers sont capables de paver le plan. Le triangle équilatéral, le carré et l'hexagone régulier. Déjà, ça explique en partie pourquoi les abeilles utilisent des alvéoles en forme d'hexagone. Ça leur permet de remplir totalement la surface de leur nid. Mais pourquoi elles n'utilisent que cette forme? Je veux dire, le carré et le triangle équilatéral aussi sont capables de paver une ruche. Comment ça se fait? Eh bah, personne ne sait. C'est pas une blague. Le problème va rester en suspens pendant longtemps. Très longtemps. Certains, comme Darwin, évoquent des théories comme la sélection naturelle. Le mathématicien suisse L'Huillier écrira même qu'il s'agit de l'un des problèmes les plus difficiles de la géométrie. Rien que ça. Et ça peut se comprendre, parce que quand il écrit ces quelques lignes, on est en 1781, et le théorème, qui date du 4e siècle, n'a toujours pas été prouvé. Alors, pour trouver la solution, peut-être qu'il faut revenir quelques siècles en arrière. Parce que je vous ai caché un petit détail. À l'époque où le mathématicien Pappus écrivait ce problème, il avait déjà son hypothèse sur le sujet. Selon lui, les abeilles utilisaient l'hexagone car c'est la forme qui permet de renfermer le plus de miel parmi les 3. Ça voudrait aussi dire que l'hexagone permet d'aménager un maximum de cellules dans un nid en utilisant un minimum de cire. C'est un énorme avantage évolutif. En gros, le pavage hexagonal serait la surface ayant le plus petit périmètre. C'est intéressant, mais le plus complexe, c'est de le démontrer. Et pour ça, il faudra attendre 1999, que le mathématicien Thomas Hall, à l'aide des travaux de tous ses prédécesseurs, arrive à démontrer ce théorème, mettant fin à plus de 1599 ans de doute sur un problème mathématique que les abeilles avaient en quelque sorte déjà résolu depuis bien longtemps. Mais si vous pensiez que c'était fini, pas vraiment. Il existe une version en 3 dimensions du théorème, mais je vais vous épargner ça. Nous, on va plutôt se concentrer sur le 2e fait. L'égalité impossible. On va maintenant flirter un peu avec une des notions les plus fascinantes des maths, l'infini. Un concept qui est à l'origine de très nombreux paradoxes, les plus complexes les uns que les autres. Mais rassurez-vous, ce que je vais vous présenter reste relativement simple. Le développement décimal périodique. Prenons une fraction. Tiens, un 9e. Eh ben moi, j'aimerais bien l'écrire sous forme décimale. Problème, si on divise 1 par 9, on obtient ça. Ça va être compliqué. Alors, pour écrire un 9e sous une forme non fractionnaire, on fait ça. Un 9e est égal à 0,1111 à l'infini. C'est représenté par 3 petits points. C'est ça, le développement décimal périodique. On peut le faire avec d'autres valeurs. Et cette écriture nous permet d'arriver à la conclusion étrange que 0,99999 à l'infini, c'est égal à 1. Pas à peu près, pas approximativement, strictement égal à 1. Ces deux valeurs représentent le même nombre.
Alors, comment ça se fait? Il existe plusieurs démonstrations, pas toutes très faciles et avec des niveaux de rigueur mathématique différents. En gros, il y a des démonstrations qui sont plus élégantes que d'autres. Mais nous, on s'en fout. Donc pour préserver l'intégrité neuronale de votre cerveau et pour pas que la vidéo dure 25 minutes, voici les deux preuves les plus simples. Pour la première, on pose cette égalité. Jusque-là, rien de choquant. Et ensuite, on va multiplier par 9 des deux côtés, histoire d'enlever le dénominateur de la fraction. Et bah voilà. C'est déjà fini. On a bien notre résultat et c'est 100% legit. Devant ce record de précocité aberrant, il me reste un petit peu de temps pour vous montrer la deuxième méthode. Préparez-vous, ça va être légèrement plus dur. On va faire une équation à une inconnue. Ouais, je vous avais prévenu. Donc on prend x est égal à 0,99999, on multiplie des deux côtés par 10, on enlève 1, ce qui nous fait 9x est égal à 9, et là, bah c'est déjà plié. Alors, je sais pas laquelle des deux méthodes vous avez préférée. En tout cas, remerciez-moi de vous avoir épargné la démonstration avec le théorème de convergence des séries géométriques. Et si cette égalité vous a surpris, sachez que c'est même pas le 10e des trucs les plus intéressants qu'on peut faire avec l'infini. Gardez bien cette notion en tête, parce qu'elle va continuer de nous servir pour la suite de la vidéo. 3. La constance de K précar. Alors pour celle-là, je vais vous demander de vous lever de votre chaise. Ah, c'est pas une blague, levez-vous et allez chercher une calculatrice. Vous allez vite comprendre. C'est l'heure de continuer le jeu du début de la vidéo. Vous vous souvenez de votre nombre à 4 chiffres? Imaginons par exemple que vous ayez pris 1234. Rangez-le dans l'ordre décroissant et soustrayez-le par sa version rangée dans l'ordre croissant. Il vous suffit juste de refaire ce calcul avec votre nombre. Répétez le processus et au bout d'un moment, on finit par tomber sur ce chiffre. 6174 6174. Ça paraît pas incroyable, mais on va refaire l'expérience avec un autre nombre. Disons 2006. On réitère l'opération et 6174. Une coïncidence ? Absolument pas, parce que c'est la même chose, peu importe le nombre à 4 chiffres que vous choisissez. Du moment que ce ne sont pas 4 chiffres identiques. Genre 5555, là ça marche pas. Mais à part ça, on finira toujours par retomber sur cette même valeur. 6174. C'est la constance de K précar. On a une version similaire avec le nombre à 3 chiffres 495. Dans les deux cas, les chiffres se compressent, ce qui les pousse vers une configuration stable. Il existe plus de 9000 exemples possibles qui démontrent cette constance de K précar. Mais ça reste rien comparé à ce qu'on va voir juste après. L'infini et les nombres grands, très grands. À partir de là, accrochez-vous, votre cerveau risque de chauffer. Même si au début de la vidéo, on a pu se familiariser avec le concept de l'infini, je pense qu'il est temps de rentrer dans les propriétés les plus intéressantes qui se cachent derrière ce symbole. Dans les mathématiques modernes, on dit qu'un événement est presque sûr s'il a une probabilité de 1, même si ce n'est pas absolument certain. Et inversement, quand un événement est presque impossible, il a une probabilité de 0, même s'il peut techniquement se produire. Par exemple, la probabilité de gagner au loto et de se faire écraser par un astéroïde en même temps, on va dire qu'elle est égale à 0, même s'il y a une chance infime pour que ça se produise. Voilà, ça, c'était la base. Mais avec ce symbole, notre intuition des probabilités commence à se fissurer. Prenez un nombre aléatoire uniformément dans l'intervalle 1, n. Ici, n tend vers l'infini. Et notre nombre entier aléatoire, on va l'appeler a. Maintenant, donnez-moi un nombre entier que vous estimez très grand. Ça peut être 3 millions, 10 milliards ou même un quintillion, peu importe. Retenez juste que cette valeur, on va l'appeler k. Et bah pour n'importe quel entier fixe k, la probabilité qu'il soit supérieur à a tend vers 0. Autrement dit, peu importe le nombre k que vous avez choisi, il sera de manière quasiment certaine inférieur à a. Et en fait, c'est plutôt normal. Imaginez une bibliothèque infinie. Vous devez choisir un livre au hasard, mais à chaque fois que vous le faites, une nouvelle étagère se rajoute. Plus on choisit de livres, et plus le nombre d'étagères grandit. Ce qui fait qu'à un moment, la probabilité de prendre un livre de la première étagère devient ridiculement petite. Ici, cette première étagère représente absolument tous les nombres auxquels vous pouvez penser. Alors, il ne reste que des valeurs dont la grandeur nous est impossible à imaginer. Par conséquent, quand on choisit un nombre aléatoire dans une intervalle qui tend vers l'infini, la probabilité que son nombre a soit supérieur à votre valeur k, elle tend vers 1. Pour vous donner une idée de la grandeur de cette valeur aléatoire, si on prenait chaque atome de l'univers, qu'on faisait 500 copier-coller de l'univers et qu'on décidait d'écrire un chiffre de ce nombre sur chaque atome de ces univers, on n'aurait toujours pas la place de le noter en entier. C'est absurde.
Et c'est pourtant ce qui se passe quand on manipule une notion aussi dérisoire que l'infini. Les probabilités, qui sont d'habitude un domaine assez instinctif, deviennent totalement contre-intuitives, au point de nous dire que sur un intervalle qui tend vers l'infini, la probabilité de tomber sur un nombre démentiel est de 1. Mais on n'a même pas besoin d'aller jusque-là pour trouver des résultats étranges avec les statistiques. La loi de Littlewood. Est-ce que vous croyez aux miracles? Et est-ce qu'ils sont vraiment si rares que ça? C'est peut-être une question à laquelle les maths ont une réponse. Alors, le but, c'est pas de faire un cours de théologie, mais déjà, ça veut dire quoi un miracle? Et quel rapport avec la vidéo? Pour pouvoir utiliser ce terme en science, on peut pas seulement se baser sur une définition du dictionnaire. Heureusement, le mathématicien John Edensor Littlewood a défini ce mot de manière un peu plus probabiliste. Selon lui, un miracle, c'est un événement exceptionnel d'une importance particulière, qui se produit à une fréquence de 1 sur 1 million. C'est donc quelque chose de très rare, qui se produit presque jamais, non? Eh bah, pas vraiment. Imaginons un humain, tout ce qu'il y a de plus normal. Il dort entre 7 et 9 heures, ce qui fait qu'il est actif environ 16 heures dans une journée. Durant ces horaires, un humain voit et perçoit des choses autour de lui. Le bruit de la pluie, un vol d'oiseaux, un appel au téléphone, des personnes qui discutent, bref, un nombre incalculable d'événements. Enfin, pas vraiment. Selon Littlewood, un humain voit et entend en moyenne un événement par seconde. C'est évidemment une approximation, mais vous verrez que ça sera très pratique pour la suite du calcul. Le souci, c'est qu'on remarque pas toujours tous les événements qui se produisent autour de nous. On peut pas être en permanence à l'affût. Pas de panique, Littlewood a aussi pensé à ça. Selon lui, quand on a conscience des événements qui se produisent autour de nous, on est en alerte. Un humain se trouverait dans cet état environ 8 heures par jour. Donc si je récapitule, on perçoit environ un événement par seconde et ça 8 heures par jour. En faisant un calcul rapide, on arrive au résultat qu'un être humain fait l'expérience d'1 million d'événements en 35 jours. En sachant qu'un miracle est un événement qui se produit une fois sur 1 million, une personne peut s'attendre à vivre un événement miraculeux environ une fois par mois. Les miracles ne seraient donc pas si rares que ça. Alors évidemment, c'est pas une vérité absolue. La définition d'un miracle change beaucoup en fonction des personnes, et le chiffre 1 sur 1 million peut être sujet à débat. Mais c'était juste un exemple d'à quel point un domaine très concret comme les probabilités peut donner des résultats surprenants, bien loin de ce qu'on pouvait imaginer. À travers cette vidéo, j'espère avoir réussi à vous avoir fait un peu changer d'avis sur les maths. C'est pas seulement une science abstraite, complexe et éloignée de toute forme de plaisir, c'est un formidable outil pour comprendre l'environnement qui nous entoure. Quand on aime les maths, c'est notre vision du monde qui change. Les courbes de QI deviennent des gaussiennes avec des propriétés fascinantes. Les nœuds de cravate se transforment en un vaste problème de topologie. Des choux se transforment en fractales avec une surface infinie. Et les dates d'anniversaire deviennent un paradoxe contre-intuitif. En fait, les maths, c'est plus qu'un simple outil. C'est un filtre rosé qui embellit et apporte de la saveur, de la nouveauté aux éléments les plus banals de notre vie. L'objectif, c'est pas de les comprendre de A à Z en utilisant des calculs compliqués et des formules obscures, non. Le but, c'est juste de s'intéresser un peu plus à elle, de développer une petite culture scientifique pour réapprendre à s'émerveiller devant les événements du quotidien. Un peu comme un enfant qui regarde naïvement une ruche d'abeilles. À la différence que nous, on est surtout émerveillé par la conscience du monde qu'on a gagnée à travers nos connaissances. Alors, comme cet enfant, j'espère que nous aussi, dorénavant, on observera les nids d'abeilles, ces chiffres et ce symbole avec un regard un peu plus fasciné, sous un angle un peu plus mathématique.